Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey, et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un boxeur qui s'appelle Jimmy Bivins, qui est complètement oublié, et pourtant qui est l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Un boxeur qui n'a jamais été champion du monde, qui pourtant aurait mérité de l'être, puisqu'il a récupéré le titre Duration, donc en gros la ceinture intérimaire des lourds et des mi-lourds, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous ne verrez pas, il avait donc les deux ceintures, et des lourds et des mi-lourds. C'est un type qui vraiment a l'une des meilleures win streaks de la boxe, avec 28 combats, 28 victoires, plus précisément 27 victoires et une égalité, dans laquelle il a affiché plein de noms excellents. C'est un type qui en fait a combattu dans l'ère ultra dense de la boxe, donc à savoir les années 40, et plus précisément la première partie des années 40. Une ère où il y a plein de boxeurs excellents en moyen, en mi-lourd, en lourd, et même en welter. Et malheureusement, énormément de ces boxeurs se sont en fait perdus dans la densité de cette ère, et surtout le fait que comme il n'y a pas de champion du monde, il y a certains noms qui n'ont pas eu la popularité à l'époque qu'ils auraient dû avoir. C'est donc des noms qui sont malgré tout redécouverts par les historiens à la fois quelques années plus tard, quoi, et qui sont justement considérés à la juste valeur, d'où le fait que Bivins est un membre du Hall of Fame de la boxe, donc c'est un Hall of Famer, mais malgré tout, ça fait quand même que c'est des combattants qui ne sont pas connus du grand public et dont on ne pense pas que lorsqu'on va passer au meilleur lourd, au meilleur mi-lourd. Pour moi, il y a malgré tout quelques titres que Bivins pourrait récupérer, à savoir le titre de meilleur prospect de la boxe, en tout cas l'une des ascensions les plus rapides qu'on verra, et également probablement l'un des meilleurs boxeurs à n'avoir jamais eu de chance mondiale pour un titre, avec probablement Charlie Burley, et genre il doit être aller dans le top 2 quoi. En tout cas, il est très très haut, ça c'est sûr. Également, c'est un boxeur qui malheureusement est oublié, alors qu'on verra qu'il a affronté énormément de noms. Il a une dizaine de Hall of Famers sur son palmarès. Il n'a pas gagné contre tout le monde, bien sûr, mais il a une dizaine de Hall of Famers quand même. Et en fait, il devrait pour moi en avoir plus, parce que dans son palmarès, il y a plusieurs boxeurs où en vrai, le fait qu'il soit pas Hall of Fame, je trouve ça assez choquant. Je pense à Gus Esnevich, je pense à Tommy Muriello, j'aurai le temps d'y revenir un petit peu plus tard. C'est un type qui, malheureusement, donc pour moi, je pense, l'une des raisons qui fait qu'il a été oublié, c'est le fait qu'en fait, il a affronté plein de noms excellents. Oui, mais à une époque où justement c'était très dense. Et il y a beaucoup des noms qu'il a affrontés et battus qui ont fini par exploser un petit peu plus tard, donc notamment après la guerre, à la fin des années 40 et dans les années 50. Des noms comme Edward Charles, Joey Maxim, Archimo, qui ont tous réussi à récupérer un titre mondial et exploser un petit peu plus. Justement parce qu'ils ont réussi à avoir une carrière assez longue. Là où malheureusement Bivins, puis en fait on va le voir, commence son déclin dès 1946. Et là où par contre c'était le roi absolu de toutes ces catégories-là, entre 42 et 46, et qu'il a affiché Charles, Moore, Maxime sur son tableau de chasse de manière avec une facilité qui semble assez déconcertante, justement il a été moins long dans la carrière que ces autres gars-là, et donc il a été rattrapé après coup par plein de champions, enfin du coup par plein de futurs champions. Et finalement, on a retenu Moore pour son incroyable run en tant que champion mi-lourd dans les années 50, et on le retient moins pour l'excellent mi-lourd et l'excellent moyen qu'il était au début des années 40. Et c'est justement dans cette ère assez dense que Bivins combattait, et si vous voulez, Bivins était un peu le roi de tous ces gens très denses. Un autre truc qui fait que je pense que Bivins est relativement oublié, c'est qu'il y a toute une liste de boxeurs justement noirs des années 40 qui n'ont jamais eu de chance pour le titre, dont les historiens se souviennent sous le nom de Black Murder Rosero. J'en ai déjà parlé lorsque je parlais de Charlie Burley, parce que Charlie Burley fait partie de cette liste-là, des boxeurs noirs excellents, qui n'ont pas de chance pour les titres, et qui sont affrontés entre eux plein de fois. Bivins, pour moi, devrait faire partie de cette liste-là, puisqu'il coche tous les critères. Mais écoutez, pour une raison que j'ignore, les historiens n'ont pas retenu dans cette liste-là. Peut-être parce qu'il a combattu un petit peu en lourd, et peut-être parce qu'il a chopé des titres intérimaires. Dans tous les cas, ça fait que du coup, même ces 8 boxeurs qui sont globalement vachement retenus par les historiens, malheureusement, lui n'en fait pas partie. Et les autres boxeurs qui pourront faire partie et qui ne sont pas été retenus, c'est des gens comme Charles ou Moore qui ont fini par choper leur chance mondiale plus tard. Bevin, c'est donc un petit peu dans l'entre-deux, les gens qui ont eu un tout petit peu trop de succès à l'époque pour être retenus comme les guerriers inconnus et qui malheureusement ne l'a pas gardé assez longtemps pour être retenus comme étant un des mecs qui a percé après la guerre. C'est donc une carrière assez tragique et pourtant une carrière excellente que je vais vous narrer. Quand je vous dis qu'il est oublié, ce boxeur, Bivins, en fait j'ai trouvé que deux vidéos, encore une fois sur YouTube, alors je m'enseigne toujours un petit peu sur les mêmes sources, hein. Il y a un vieux montage de Zagot qui date d'il y a genre 10 ans, pourquoi pas, il y en a un autre qui a été refait depuis, et il y a une vidéo de Ridge, the Fighting Historian, qui dure une dizaine de minutes, qui a été faite. Je vous mettrai tout ça en commentaire. D'ailleurs, toutes les informations concernant le début et la fin de la vie de Bivins seront tirées de la vidéo de Ridge, the Fighting Historian, donc je vais aller relativement vite dessus, si vous voulez plus de détails, allez la voir. Jimmy Vince, donc globalement, c'est un type qui, quand il naît, né à Cleveland, dans l'Ohio, et c'est un mec qui avait la tête bien faite. De ce que j'ai capté, c'était un peu le premier de classe, et du coup, il se faisait un peu courser par des harceleurs qui voulaient se battre avec lui, et lui, il évitait toujours les combats, parce que voilà, c'était pas le type qui avait la boxe dans le sang, quoi. Et puis un jour, il se fait attraper, le mec en face de lui, c'est un champion des Golden Gloves, donc un champion national amateur de boxe. On s'attend à ce qu'il se fasse démarrer, et pourtant, Vince lui fout une raclée.
À ce moment-là, Bivins se rend compte qu'il a peut-être des aptitudes pour la boxe, et donc va commencer à s'entraîner et à faire des combats de boxe. Il va finalement passer professionnel assez vite. Alors, je crois pas qu'il ait une carrière amateur très large, hein, qu'il va passer pro assez vite, puisqu'il passe pro en janvier 1940. Le début professionnel de Bivins, je vous en ai rapidement parlé, c'est pour moi l'un des meilleurs débuts professionnels de l'histoire. On va se poser 2 secondes, mais en gros, à la fin de sa première année, donc à la fin des années 40, quoi, enfin à la fin de 1940, il a un palmarès de 19 victoires pour une seule défaite, et il est classé 6e meilleur poids moyen par The Ring Magazine. Posons-nous 2 secondes. 6e meilleur poids moyen par The Ring Magazine en un an de combat. Et entre autres, il affiche dans cette année une victoire au point contre Charlie Burley, qui était déjà à l'époque un petit vétéran, champion coloré des poids welter, et qui avait déjà affronté des gens comme Herbert Lewis, donc comme Kovovid, comme Mal Williams, et qui avait déjà été vidé par Henry Armstrong, et qui avait aussi abattu des gens comme Freddy Gizik, enfin vraiment un vétéran du circuit. Et il y a également une paire de victoires-défaites contre Anton Christoforidis, qui sera futur champion mi-lourd. Ça se pose là, en termes de début de carrière pro. Prenez 2 secondes pour y poser, ça se pose là. Une année. Le mec est 6e poids moyen. Une année. Maintenant, on regarde des prospects. Keishon Davis, Andy Cruz. Combien de temps ces gens-là mettent-ils pour craquer le top 10? Allez même, Mausi Zitauma, Richard Torres Jr. Combien de temps ces mecs-là mettent-ils pour atteindre le top 10? Parce qu'ils affrontent des Monsieur Seguin à la pelle. Lui, 1 an, 20 combats, 19 victoires, une défaite. Top 6 des poids moyens. Là, ça se pose là, comme début professionnel. Mais écoutez, les gens, c'est resté dans les vies d'histoire et ça a été oublié. Il va avoir une année 41, notre cher Bivins, qui va être un petit peu plus chaotique. Il va assez rapidement passer en mi-lourd et il va enchaîner en fait pas mal de victoires au début, un petit peu plus de défaites à la fin. Il va un petit peu moins combattre aussi dans cette année 41. Il va malgré tout afficher des beaux noms à son palmarès, puisqu'en 41, il affronte Teddy Rose, ancien champion moyen et Hall of Famer, j'avais oublié de le dire, mais Burley était aussi Hall of Famer, qui va battre au point. Mais il va quand même avoir une paire de défaites contre Tony Musto et Lem Franklin, et notamment une défaite contre Melio Bettina, qui était un ancien champion mi-lourd, qui avait notamment perdu son titre contre Billy Conn. Il va perdre contre ce gars-là en fin 41. Tant et si bien que, alors j'avais tout noté, mais à la fin de l'année 41, alors il est malgré tout classé comme étant 3e meilleur mi-lourd par The Ring Magazine en année 1941. Donc c'est pas rien d'être classé 3e meilleur mi-lourd, mais en vrai il a objectivement une année qui est un petit peu moins bonne avec des bonnes victoires, mais également quelques défaites, notamment contre Melio Bettina, des défaites dont il n'a point à rougir. À partir de l'année 42, je vous le dis, ça va être 4 années de terreur qui s'annoncent pour Jimmy Bivins. C'est bien simple, 42, 43, 44, 45, il ne connaîtra qu'une seule défaite et qu'une seule égalité pour 29 victoires. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les gens qu'il va affronter. Je vais vous décrire un petit peu. Il y a des moments où le mec se fait des brochettes de Hall of Famer, il fait 5 combats, 5 Hall of Famer, ce mec en a rien à battre. En fait, c'est simple, c'est pour moi, je pense, l'un des règnes les plus dominants de la boxe qu'on ait pu voir. Genre, on se rend pas compte de prendre autant de noms à la suite et les battre. Mais c'est pour moi l'une des performances et l'une des win streaks, pas les plus longues, mais les plus exceptionnelles de la boxe. Et pourtant, écoutez, que voulez-vous, la win streak de Bivins, même si très riche en qualité, malheureusement pas assez longue, est passée encore une fois dans les oubliettes de la boxe. Il va commencer son année 42 avec une victoire contre Billy Sous, Hall of Famer, ancien champion des poids moyens. Il va le battre en 10 rounds, et ensuite il va battre Gus Lesnevich. Gus Lesnevich, c'était à l'époque le champion mi-lourd. C'est un type qui était champion mi-lourd donc avant la guerre, qui est parti à la guerre, qui est revenu de la guerre, qui a continué de défendre son titre. Donc il est resté champion hyper longtemps. C'est la raison qui fait que Bivins n'est pas devenu champion mi-lourd, même si, comme on peut le voir, Bivins le bat ici en 10 rounds. C'est le combat juste avant que Lesnevich parte à la guerre. Et Lesnevich, écoutez, que voulez-vous, ce n'est pas un Hall of Famer pour une raison que j'ignore. Je ne sais pas pourquoi Lesnevich n'est pas le Famer. Il a tout pour l'être, un champion mi-lourd excellent, qui a duré très longtemps, qui a développé, inventé le corkscrew punch, donc vous savez, le petit tourné comme ça son poing. C'est présent à la fois dans la Jimmy no Hippo et dans la Ashton Ojo. C'est un coup de poing qui a été un petit peu connu. C'est un coup de poing vraiment, vous tournez le poing vraiment pour enfoncer un peu comme une vis le poing dans l'adversaire. C'est lui qui a inventé tout ça. Pourquoi Lesnevich n'est pas le Famer? J'en sais rien, c'est un oublié du Hall of Fame. Écoutez, ça fera un Hall of Famer de plus sur le palmarès de Bivins, mais croyez-moi qu'un de ces quatre il y sera. Et donc, Bivins aura bientôt un nouvel Hall of Famer, donc un 11e sur son tableau de chasse. Il va également ensuite avoir une défaite contre Bob Pastor, qui est un type qui avait affronté Joe Louis, je crois, 2 fois, au moins en tout cas, minimum au moins une fois, qui était un très bon mi-lourd, un très bon poids lourd, pardon, mais aussi un mi-lourd. Ce sera la seule défaite de Bivins sur ces 4 années. Ce sera une défaite en décision partagée, donc voilà, on n'est pas non plus sur une défaite très honteuse. Et juste ensuite, il va enchaîner Joey Maxim, donc il enchaîne un autre gars excellent, Joey Maxim qui est donc un Hall of Famer, futur champion mi-lourd, et il va le battre par décision partagée, mais il le bat quand même.
Son année 42 ne s'arrête pas là, puisqu'il va ensuite prendre Joe Muscato, que je ne connais pas, avant de récupérer le titre intérimaire des poids lourds en battant Tami Moriello, qui est un type qui, notamment, a été challenger mi-lourd plusieurs fois contre Gacevich et a été challenger des poids lourds contre Joe Louis en 1946, quand Joe Louis revenait de la guerre. Le combat n'a duré qu'un round, il était ultra explosif, mais Tommy Moriello a sérieusement étourdi le champion avec une énorme droite qui a fait vaciller Louis et qui a failli le faire tomber. Louis lui rendra la monnaie de sa pièce quelques secondes plus tard par une également énorme droite qui cette fois-ci frappe Tommy Moriello parce que Louis ça cogne dur putain, mais Moriello est passé pas loin l'espace de quelques instants. En gros il est devenu champion du monde des lourds quelques instants, quoi. Pendant quelques secondes on a eu Moriello qui était champion du monde des lourds. Mais bon, et donc Bivins se bat à ce moment-là, et Bivins devient le champion intérimaire des poids lourds. C'est pas rien, sachant que juste ensuite il va finir son année 42 en battant Bob Pastor, le mec qu'il avait battu en début d'année, et puis en battant Lee Savold, qui sera un boxeur plutôt très bon, qui n'est pas non plus Hall of Fame pour les raisons que j'ignore, qui sera déclaré champion du monde des lourds en année 50, en gros d'une commission anglaise, puis il perdra son titre juste après parce qu'il sera battu par Louis et il prendra sa retraite ensuite en se faisant battre par Marcialo. On est quand même Lee Savold sur un très bon boxeur. Bivins le bat également. T'es mal l'année 42. T'es mal l'année 42. Le mec prend que des Hall of Famers ou des gens qui pourraient y être, sauf Joe Muscato. Et il les bat tous, sauf Bob Pastor, contre qui il gagne la revanche. Et en plus, il gagne la ceinture, Duration, la ceinture intérimaire des poids lourds. Il est donc classé évidemment meilleur poids mi-lourd en 42, mais également meilleur poids lourd en 42. Il est classé premier en fait, du coup derrière le champion, et du coup derrière Lasnevich et Louis, qui sont tous les deux à la guerre. C'est pas rien quand même comme année 42, non? C'est quand même pas rien. Mais écoutez, si ça continuait en 43, parce que son année 43 Bivins, elle est aussi exceptionnelle. Il va commencer l'année 43, c'est simple, il va taper Ezzard Charles. Classique. Un futur Hall of Famer, futur champion des poids lourds, considéré comme étant le meilleur mi-lourd de l'histoire. À l'époque, Ezzard Charles c'est encore un gros poids moyen. En gros, c'est un super moyen. Il se fait taper par Bivins, qui est lui en mi-lourd. En gros, Bivins oscille autour de 176 pounds. Et du coup, de temps en temps, il descend juste en dessous pour aller taper des gens en mi-lourd. Et de temps en temps, il retourne à 176-77 pour aller taper des gens en lourd. Bon. Il tape Charles, une époque où Charles, évidemment, c'est pas le gros Charles. Le gros de Charles, les gens le connaissent surtout pour après 1945. C'était déjà un boxeur excellent. C'est ce dont je parlais avant. Bivins a été le roi de tous ces boxeurs excellents, mais qui ne pouvaient pas s'affronter pour des championnats au début des années 40. Malheureusement, Bivins ça pique en fait un poil plus tôt. Ensuite, en 43, on va retaper Anton Christoforidis, qui avait donc été challenger mi-lourd, je l'avais dit, pour récupérer le titre intérimaire des mi-lourds. Donc là, cette fois-ci, il devient champion intérimaire et en lourd et en mi-lourd. Il en profite pour retaper Tommy Moriello et ensuite affronter deux gens que je ne connais pas, avant de affronter Lloyd Marshall pour la ceinture intérimaire des mi-lourds. Lloyd Marshall qui est un Black Murder Rosero, qui plus est l'un des meilleurs, Bivins se bat par KO au 13e. Il va derrière continuer son année 43 en battant Melio Pettina, donc je vous avais dit, il avait perdu contre lui il y a quelques temps, qui est donc un ancien champion mi-lourd, et il va continuer son année 43 en battant Lee Qui Murray. Encore une fois, une année 43 qui est quand même solide, hein, parce qu'on a Melio Bettina qui n'est pas le Famer mais qui pourrait l'être, Lloyd Marshall qui est pas le Famer, Moriello qui ne l'est pas mais qui pourrait l'être, Christoforidis qui ne l'est pas mais qui pourrait l'être, et Charles qui l'est. Une année solide, une année 43 très solide. Et je rappelle que tout ça, c'est sans aucune défaite et en enchaînant des victoires. Tant et si bien qu'en année 43, il est donc encore une fois classé comme étant le meilleur poids lourd, le meilleur poids lourd par The Ring Magazine de l'année. Évidemment, juste après Louis qui est toujours à la guerre. C'est pas rien comme année, c'est pas rien. L'année 44, c'est un trou un peu inexplicable pour Bivins. Il va faire qu'un seul combat, une victoire au point contre Lee Qui Murray, qu'il avait également affronté. Il le fait en février 1944 et il ne va pas faire d'autres combats avant février 1945. Pourquoi cette pause aussi grande? Probablement une blessure, je suppose, ou des raisons personnelles. J'ai pas trouvé. Quand je vous disais qu'il y avait des manques d'infos, j'ai pas trouvé. Si quelqu'un a des explications, je suis preneur. En tout cas, ça fait que c'est une année 44 où il passe un petit peu à côté de tout ça. Et on peut dire que c'est pas le meilleur boxeur de l'année 44. D'ailleurs, il sera pas classé par The Ring Magazine en 44. Mais vous inquiétez pas, en 45, il revient claquer des culs. Il va donc notamment affronter tout un tas de gens que je connais pas. Il va draw contre, donc il va y avoir une égalité entre Melio Bettina. Et puis il va ensuite affronter Archie Moore, donc qui va gagner au 6e round par KO. Rien que ça. Et donc là, on voit qu'il va également gagner contre Auckland Billy Spies, mais ça c'est en début 46. En tout cas, on voit donc qu'il termine l'année 1945 avec une win streak de 28 victoires, enfin 27 victoires à une égalité. Et regardez un peu les noms que le mec a affrontés. Et il est à ce moment-là champion intérimaire des lourds, champion intérimaire des mi-lourds. Mais surtout, t'es mal les noms que le mec a affrontés. Il s'est encore tapé de le Famer sur sa carte, son palmarès. Et on a là l'un des clairement meilleurs boxeurs actuels. En tout cas, l'un des meilleurs boxeurs de son temps. Malgré tout, ce que je vous ai dit, ce qui est terrible avec Bivins, c'est qu'il a eu un pic réel pendant la guerre, qui était justement un poil trop tôt par rapport à plein d'autres boxeurs qui se sont fait connaître derrière. Et en fait, c'est vraiment des années un peu noires pour la boxe, où les gens sont focus sur la guerre, pas trop sur la boxe.
Et surtout, il y a plein de noms qui vont exploser derrière, qui étaient déjà très bons dans ce début des années 40, mais qui vraiment explosent derrière. Et Vigins, malheureusement, lui, il a eu le chemin inverse. Il les a explosés avant, et il va se faire exploser par eux plus tard. Tant et si bien que du coup, il va perdre une décision partagée contre Jersey Joe Walcott début 46, et c'est un peu le début de la fin pour Bivins. Alors ça va rester un très bon combattant. Pour les stats, hein, il sera quand même classé, alors il était classé 3e meilleur lourd en 45, et il sera quand même classé 6e meilleur lourd en 48. Donc on est pas non plus sur un boxeur, oui pardon, en 46 il ne sera pas classé. Donc on est quand même sur un boxeur qui va avoir une petite renaissance derrière en 48-49, mais c'est sûr que 46-47, ça va être des années qui vont être compliquées pour Vince. Donc je vous ai parlé de sa défaite contre Walcott, Walcott qui va derrière avoir une chance mondiale contre Louis. Alors il va avoir ensuite une paire de défaites contre El Murray et John Maxim, avoir une paire de victoires contre El Murray et John Maxim, ce qui lui permettra d'avoir une chance pour les titres. On voit que malgré tout, Vince, est-ce qu'il était à ce point-là proche du titre? Malgré tout ce qu'il a fait les années par avant, on ne sait pas trop. Juste avant de passer à son année 46 complètement, j'aurais quand même vraiment rappelé qu'on a donc un Bivins qui en fait a fait le boulot et du champion mi-lourd et du champion lourd pendant 4 ans et qui méritait d'avoir les titres, la double ceinture, quoi. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait à cette période-là. Un truc dont j'ai aussi oublié de parler, c'est Joe Louis qui remet le titre intérimaire à Bivins en 42. Voilà, un passage de flambeau qui en veut dire beaucoup. Mais bon, écoutez, donc ça va être comme je vous ai dit, le début de la fin pour Bivins. Il va donc ensuite, suite à cette défaite contre Walcott, perdre contre les Coomer et reperdre contre Charles. Et ensuite, à partir de là, globalement, la plupart des gros noms qu'il va affronter, il va perdre contre eux. Il va reperdre par KO contre Charles en 47. Il va également reperdre contre les Coomer par décision. Il va malgré tout avoir une bonne victoire contre Omelio Agarante, qui était un bon challenger poids lourd. Il va réaffronter Lee Coomer qui va battre par décision partagée avant de reperdre contre Archie Moore. Cette fois-ci par corner et Terrament à la fin du 8e. Il va reperdre contre Archie Moore et reperdre contre Edward Charles par décision les 2 fois en 48. Et il va reperdre contre Joey Maxim au 48 par décision partagée. Avant de reperdre en 49 contre Archie Moore par KO. Donc vous voyez que là, cette fois-ci, tous les gros noms qu'il affronte, mais en fait, il va se mettre à perdre contre eux. Alors malgré tout, son année 48, elle n'est pas honteuse, hein, il a quand même une bonne victoire contre des noms que personnellement je ne connais pas, mais et il va perdre contre Charles et Moore, qui sont vraiment pas des boxeurs qui sont à rougir. Il sera donc malgré tout classé 6e meilleur poids lourd en 1948, c'est pas rien. Et il sera derrière classé 7e meilleur poids lourd en 1949, où il fera également une année qui est bonne, mais pas exceptionnelle, en tout cas clairement pas aussi bonne que celle qu'il a pu faire auparavant. Donc notamment en 1949, donc il a perdu contre Moore par KO. Apparemment ce combat était un massacre et il s'est fait défoncer. Et il va également avoir une bonne victoire contre Clarence Henry et affronter un autre Famer, Harold Johnson, qui lui commence à arriver sur le devant de la scène, et il va perdre contre Harold Johnson par décision. Harold Johnson, qui est un autre boxeur sur lequel j'aimerais bien faire une vidéo, aussi boxeur avec longévité exceptionnelle, parmi les meilleurs milleurs de l'histoire, personne n'en parle malheureusement. C'est un boxeur oublié. L'année 50, elle est compliquée, il fait que 2 combats, une victoire et une défaite. Ça sent la fin pour Bivins. Là, je pense que je suis passé assez rapidement sur les années 46 à 50 ans. Mais vous voyez, globalement, ça reste un boxeur qui est bon, mais qui est passé de champion absolu à contenders qui perd contre les meilleurs, typiquement Moore, typiquement Charles, qui vont le taper à répétition. Malheureusement, ou heureusement, Bivins c'est quand même pas fini, puisque l'année 51 va essayer de compliquer, mais il va avoir un petit rebond en 52. Alors l'année 51, donc elle est compliquée parce qu'il repère contre Archie Moore par corner et Terrament, et il va avoir une chance enfin d'affronter Joe Louis, enfin, 6 ans trop tard, 7 ans trop tard, et il va faire un bon combat, mais il va être déclaré perdant. Joe Louis donc sera déclaré gagnant en décision en 10 rounds. Ce sera d'ailleurs la dernière victoire de Joe Louis, puisque juste après ça, il affrontera Marciano, et dans un combat qui est connu, puisque Louis va perdre par KO contre Marciano et prendre sa retraite définitive de la boxe. Dans ce combat-là, Louis contre Bivins, c'est une affiche qui arrive vraiment... ouais, 7 ans trop tard, quoi. Cette affiche, on aurait aimé l'avoir en 44, on aurait aimé l'avoir en 43. En 51, Bivins c'est un vieux type qui est un peu washed up, et Louis c'est un vieux type qui est un peu washed up. Donc c'est dommage, on aurait aimé avoir ça plus tôt. Il va aussi perdre contre Clarence Henry et Bob Baker cette année-là, qui sont 2 bons contenders. À chaque fois, il perd des décisions qui sont pas honteuses, mais écoutez, il perd quand même. L'année 52, ça va être l'occasion pour Bivins d'être reclassé pour la dernière fois de sa carrière, donc 10e meilleur poids lourd cette année-là. Essentiellement, il va choper une bonne victoire donc contre Aaron Wilson et Wes Baskin, que je ne connais pas, mais surtout une bonne victoire contre Collie Wallace, qui est un boxeur qui finalement n'a pas été si excellent que ça, mais qui à l'époque était vendu comme le nouveau Joe Louis, donc Collie Wallace, qui s'est aussi fait taper par Charles. Et il va également perdre contre Charles d'ailleurs cette année-là, histoire de terminer sa carrière. Ensuite, il marquera quelques victoires en 1953, éventuellement des 10 rounds, puis un 8 rounds, puis un 6 rounds, et il prendra sa retraite doucement en partant sur une victoire. En tout, je pense que vous voyez un petit peu que Bivins, on a un combattant qui a excellé au début de sa carrière, avec une année 40 géniale, une année 41 un petit peu en demi-teinte, mais qui reste très bonne, et des années 42, 43, 45 qui sont exceptionnellement divines.
Malheureusement, c'est un boxeur qui, donc, comme je vous l'ai dit, a eu un déclin à partir de l'année 46, ce qui est dommage parce que justement à ce moment-là, qu'on a eu la fin de la guerre et un regain d'intérêt pour la boxe, et du coup qu'on a eu plein de figures qui ont commencé à émerger, et notamment plein de figures des années, de la première partie des années 40, qui étaient complètement zappées à ce moment-là, et qui ont commencé à se faire un peu connaître. Joey Maxim, Archie Moore, Heather Charles, Jersey Joe Walcott. Et ce qu'on voit, et ce qui est assez terrible, c'est que Bivins les a tous tapés et les a dominés en début de carrière, mais finalement, il a piqué un peu moins longtemps qu'eux, et justement, il a pas pu bénéficier de. Enfin, on va dire que son talent n'a pas été reconnu à la hauteur de ce qu'il valait, parce que là où on a le plus porté l'intérêt de la boxe, c'est là où il a été le moins performant finalement, en fait, après son prime. Donc c'est un peu terrible pour Bivins, qui, dans les cœurs, mériterait d'avoir été champion de 42 à 45 assurément, et en lourd et en mi-lourd. Et c'est pas rien d'être champion mi-lourd et lourd dans ces années-là pendant 4 ans, c'est pas rien du tout. Bivins donc, sera malgré tout, grâce à ça, induit à l'International Boxing Hall of Fame, donc au Panthéon de la boxe en 1999, donc 10 ans après le début du Panthéon. C'est pas rien. Il faut savoir que sur la fin de vie de Bivins, je le connais assez peu. Je sais juste qu'il a été négligé par sa famille, lui qui était à quasiment 200 pounds, sera retrouvé négligé par sa, je crois que c'était sa sœur qui s'occupait de lui. Il sera retrouvé dans son urine, sa merde et une pile de déchets à peine plus de 100 pounds. Donc c'est terrible, hein. Il a été maltraité, il a été négligé. Il aurait une fin de vie assez compliquée. Malgré tout, il mourra assez vieux, je ne peux pas vous dire de bêtises. Il mourra à 92 ans en 2012, hein, donc il va s'éteindre avec une fin de vie qui aurait été très compliquée. Très compliquée. Mais bon, vous voyez que malgré tout, il n'a pas été complètement oublié puisqu'il a pu être induit au Panthéon de la boxe en 99. Il y a également un parc qui porte son nom à Cleveland, puisqu'il était à Cleveland. Parmi les trucs rigolos maintenant, donc je vous ai dit qu'on l'appelait l'araignée de l'Ohio, de Cleveland, pardon. Je crois que j'ai dit ça en début de vidéo, je crois que je n'ai pas oublié de le dire. Notamment parce que c'est un boxeur qui n'était pas si grand que ça, il s'appelle 1m75, mais il avait une allonge exceptionnelle de 1m93, donc vraiment énorme. Et surtout, je vais essayer de vous faire un petit récap de tout son palmarès, parce que c'est quand même un combattant qui a un palmarès qui en fait est vraiment excellent. Donc comme je vous ai dit, en tout, il a été classé 6ème meilleur moyen par The Ring dans l'année 40, qui est donc son année de début professionnel. Je vous ai dit, l'un des meilleurs prospects de l'histoire. Il a été classé en mi-lourd 3ème en 41 et 1er en 42, donc juste après le champion. Et il a d'ailleurs récupéré le titre d'intérimaire des mi-lourds entre 42 et 46. Il a été classé 1er en lourd en 42, 1er en lourd en 43, pas classé en 44 parce qu'il a fait qu'un seul combat, 3ème en 45, 6ème en 48, 7ème en 49 et 10ème en 52. Donc un combattant qui a été aussi assez bon en lourd. En tout, il possède une victoire contre Charlie Burley, qui est Hall of Famer, 2 victoires et une défaite contre Anton Christoforidis, une victoire contre Teddy Arroz, ancien champion poids moyen, Christoforidis qui a été challenger mi-lourd, une victoire et une défaite et une égalité contre Bettina, ancien champion mi-lourd, une victoire contre Souz, ancien champion moyen, une défaite contre Franklin, une victoire contre Lesnevich, champion mi-lourd, une victoire et une défaite contre Bob Pastor, challenger à couronne des lourds de Joyce, une victoire et une défaite contre Joey Maxim, futur champion lourd, 2 victoires contre Tommy Moriello, challenger mi-lourd et challenger lourd, qui a réussi à étourdir Joe Louis. Une victoire contre Lisa Bolt, futur champion lourd, même si bon, c'est pas le titre le plus prestigieux, on va dire qu'il a été mi-champion lourd, quoi. Une victoire contre. Merde, j'ai oublié de tout mettre contre Charles. Mais il a une victoire et 4 défaites contre Heather Charles. Une victoire contre Lloyd Marshall, une victoire contre Auckland Billy Smith, dont j'ai oublié de vous parler, je crois, une victoire et 4 défaites contre Archie Moore, une défaite contre Walcott, une défaite et une victoire contre Morrow, une défaite contre Harold Johnson, une défaite contre Joe Louis, une défaite contre Bob Baker et une victoire contre Collie Wallace. En tout, il a donc affronté 10 Hall of Famers, il en a battu 7 au moins une fois, et il y en a 3 qu'il n'a jamais réussi à vaincre, donc Louis, Johnson et Walcott. Tous les autres, il les a battus au moins une fois. Il y en a certains qu'il a battus une fois et c'est tout. Donc je pense à Burley, je pense à Yaroz, je pense à Souz. Il y en a certains qu'il a battus puis du coup qu'il a perdu plusieurs fois. Donc je pense à Charles, je pense à moi. Mais ce qui est important, c'est que c'est lui qui avait les premières victoires et qu'entre 42 et 46, quand il les a affrontés, il a gagné. Il les a affrontés une fois et gagné une fois. Et c'est après qu'il a perdu plein de fois contre eux dans la deuxième partie des années 40. Et évidemment, ce que j'ai pas dit, c'est que dans tous ces noms-là, il y en a certains qui, pour moi, devraient être Hall of Fame. Je pense notamment à Gus Lesnevich et à Bettina. Je sais pas ce qu'ils foutent pas encore Hall of Fame. Et également à Moriello. On voit donc en tout, on a une carrière qui est extrêmement dense, un boxeur qui est excellent, qui est assurément dans le top 5 des meilleurs boxeurs à n'avoir jamais eu de chance pour le titre, avec Charlie Burley, qui est probablement dans le top des boxeurs à n'être jamais devenu champion du monde. On rajouterait sûrement Sam Langford ici. Probablement également parmi les ascensions les plus rapides de la boxe. Donc je vous ai dit que là c'est 6ème moyen en à peine un an, c'est exceptionnel. Je pense avec Tyson, avec Louis, qui sont parmi les meilleurs prospects de la boxe. Mais bon, voilà, écoutez, un type qui finalement sera complètement oublié, j'entends personne parler de Jimmy Bivins, et c'est quelque chose qui est évidemment hyper dommage.
Bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que Bevins sera quelqu'un qui aura pu vous intéresser, une carrière qui aura pu piquer votre intérêt. Si c'est le cas, souvenez-vous de lui, voilà, et parlez de Bevins autour de vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, commenter, moi évidemment ça me donne beaucoup de force pour des petites chaînes YouTube, vraiment ça en donne beaucoup. Et puis bah écoutez, j'essaie de continuer de faire ce genre de format sur, je sais pas exactement qui, il y a d'autres boxeurs que dont j'aimerais parler, Harold Johnson, Chaos Galaxy, Gilberto Roman, plein de noms dont j'aimerais pouvoir parler un petit peu. Bah voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez bye.